Mercredi 21 août 2025, quatrième sortie de ce grand journal sur Swag Radio. Salut à tous et à toutes. Depuis la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich Dorelas, pour présenter ce grand journal. Tout de suite, voici les infos. Intervention du représentant d'Haïti à l'OEA, un appel à la solidarité régionale lors de la dernière session de l'Organisation des États américains, OEA. Le représentant d'Haïti a pris la parole pour rappeler la gravité de la crise multidimensionnelle que traverse le pays. Dans son intervention, il a souligné l'urgence d'une coopération renforcée entre les États membres, insistant sur la nécessité d'un appui concret et coordonné afin de répondre aux défis sécuritaires, humanitaires et institutionnels auxquels fait face la nation. Écoutons un extrait. Lors de la dernière Assemblée générale de l'OEA, qui s'est tenue à Antigua et Barbuda, les États membres de l'organisation hémisphérique ont adopté une résolution qui s'intitule significativement « Appel à la mise en œuvre urgente de solutions concrètes pour résoudre la grave crise institutionnelle et sécuritaire en Haïti ». La dite résolution, en effet, a demandé au secrétaire général de l'OEA, agissant en consultation avec le gouvernement d'Haïti, le BINU et la MMAS, d'élaborer dans les 45 jours suivant l'adoption de la résolution un plan d'action global concernant l'appui de l'OEA à Haïti. De même, la résolution a chargé le secrétaire général de soumettre le plan d'action global à l'examen du Conseil permanent dans les 30 jours suivant son élaboration. Tout en félicitant notre secrétaire général, Albert Hamdine, pour l'élaboration et la présentation de ce premier jet du plan d'action dans les délais impartis, nous voulions faire quelques remarques préliminaires, non exhaustives, en rapport à ce plan global. D'abord, nous prenons acte, avec une certaine satisfaction, du fait que le plan soit présenté non comme un document définitif, mais comme un draft. Une proposition intitulée à bon escient vers une feuille de route dirigée par les Haïtiens pour la stabilité et la paix avec un soutien régional et international. Je tiens à rappeler que cette exigence pour que la feuille de route pour Haïti soit conduite par Haïti a été martelée par le chancelier haïtien, son Excellence Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, au cours de la dernière Assemblée générale. Dans son discours de circonstance, et même dans ses échanges en tête-à-tête avec le secrétaire général, le chancelier haïtien a insisté sur le fait que la solution aux multiples problèmes d'Haïti doit venir en premier lieu des Haïtiens. Aussi, le chancelier a souligné que la feuille de route devrait être, in fine, un effort collectif visant à mobiliser des ressources alignées sur les priorités haïtiennes. Nous nous félicitons de voir que les principes généraux d'alignement et d'appropriation de la feuille de route soient a priori reconnus par le secrétaire général adjoint de l'Organisation des États américains OEA, Albert Hamdin, a présenté un projet de résolution portant sur la stabilisation sécuritaire et le rétablissement de la paix en Haïti. Écoutons un extrait. Chers représentants permanents, mesdames et messieurs les délégués, observateurs permanents, chers collègues, comme le président l'a expliqué, conformément à la résolution adoptée lors de l'Assemblée générale à Antigua et Barbuda en juin 2025, intitulée « Appeler à des solutions complexes face à une situation d'urgence pour résoudre la crise grave en Haïti », dont les mandats ont été confiés au secrétariat pour la préparation d'une feuille de route. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous présenter la deuxième version de cette feuille de route. Comme je l'avais déjà dit, Haïti, pour les raisons que nous savons, nécessite
l'attention de cette organisation. Et comme cela avait déjà été décidé, ce point figure maintenant à l'ordre du jour du Conseil permanent. Le mandat est présenté à l'écran. C'est un document qui vous a été envoyé. Il s'agit en fait d'un tremplin en évolution même, qui se concentre sur la nécessité de répondre aux besoins immédiats d'Haïti, les besoins également à plus long terme en matière de stabilité et de coopération. J'aimerais également souligner que le leadership haïtien dans le cadre de ce processus est important. Ce leadership sera synonyme d'engagement de la part d'Haïti et de l'ensemble de sa société. Je vous invite à garder à l'esprit qu'il s'agit ici d'un document en évolution. Ce n'est pas un produit fini. Ce document sera enrichi au fil. En Haïti, la révocation du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Maître Franz Moncler, continue de susciter des réactions dans le milieu juridique. Plusieurs avocats estiment que ce dernier n'agissait pas dans l'intérêt de la juridiction, à peine 4 semaines après une vague de protestations. Écoutons les avocats. Nous recevons information ça avec un sentiment du devoir accompli. Parce que nous avons bataille pour permettre que nous gagnions un commissaire gouvernement qui connaît la loi, qui est compétent et qui est digne, qui a venu pour appliquer la loi. Parce que ça qui fait valeur aux sociétés, c'est respect des principes. Ça qui fait valeur aux sociétés, c'est respect de la loi. Ça qui fait valeur aux sociétés, c'est moralité. Ça qui fait valeur aux sociétés, c'est ensemble de valeurs ça, qui viennent permettre tout le monde de sentir qu'il y a vivre dans la dignité. Or, nous ne pouvons jamais oublier l'adage qui dit que la justice élève une nation. Or, la justice, c'est tout ce qui est juste. La justice, c'est l'application de la loi. La justice, c'est l'exercice des droits fondamentaux de la personne humaine. La justice, c'est la dignité de la personne humaine. La justice, c'est la liberté de la personne. La justice, ce sont les garanties judiciaires. Ce qui est important, c'est que nous combattons tout simplement pour le respect des droits de l'homme. Nous combattons tout simplement pour le respect de la dignité de la personne humaine. Nous combattons pour que la protection de l'honneur et la dignité de la personne soit respectée. Qui est cette information elle-même? Information, c'est que yo non seulement bail Moncler une lettre de mise en disponibilité sans sol pour faute administrative grave, il viole la loi. Faute, c'est que la fait corruption dans tête paquet. Faute, c'est que il viole article 13 jusqu'à 30 code d'instruction criminelle. Or, c'est article 13 et article 30 qui baille commissaire gouvernement mission compétence. Or qui job commissaire gouvernement li là pour rechercher crime, délit et saisir auteur et puis déférer par devant la justice. C'est job li. Or la justice représentée par une femme aux yeux bandés, quiconque, n'importe monde koye, de pour faire infraction, job commissaire gouvernement, c'est arrêter, faire remplir formalité, voyer devant le tribunal pour permettre que la justice sort.
Nous resterons toujours en Haïti dans ce grand journal. L'avocat maître Evel Fanfan tire la sonnette d'alarme face à la situation de 429 agents et membres des bureaux électoraux, départementaux, BED et communaux, BEC, qui depuis 36 mois n'ont pas reçu leur salaire. Selon lui, le Conseil électoral provisoire CEP n'a pris aucune disposition pour régulariser cette dette envers des employés ayant servi l'institution dans le cadre de leur mission. Écoutons un extrait signé Télé Guinée. Conférence à Jodia qui a pour objectif pour nous faire une mise au point de ensemble de travail qui fait, notamment une rencontre qui fait entre nous-mêmes, OPC et CEPA, et pour nous expliquer comment l'État haïtien a décidé de violer droit moun dans le pays et dernièrement, et pour nous garder ensemble perspective, à savoir les actions qui peuvent entreprendre pour nous faire l'État haïtien respecter les droits. Pour commencer, l'État haïtien fait un concours et à travers le concours, il recrute une série de jeunes femmes et de jeunes garçons. Ça m'était capable de les meilleurs qui pourraient jouer le rôle de membre BEC, BED dans 4 coins pays. Et suite à concours ça, il a sorti une lettre de nomination. Et pour qui ça moi internisé sous la question de nomination. Voilà. Lettre ça que nous avons même là, nous c'est CEP, il dit objet lettre de nomination. Et il nomme Mounsayo à travers cette nomination qui a une durée déterminée conditionnelle. Qui s'appelle les durées et indéterminée ou terminée conditionnelle. Il dit Mounsayo là jusqu'à ce qu'il fait référendum. Et à notre grand étonnement, dans la réunion que nous avons eue avec CEPA, président Li, qui c'est un monde nous constate qui bien qu'on lit, mais malheureusement il fait partie des rétrogrades de ce pays où ça me relève intellectuel rétrograde. Parce que le tape bat l'estomac en nos réunions pour le montrer que 99% de monde qui travaille dans CEPA, c'est des gens qui des contractuels, mais il y a des gens qui ont plus que 20 ans. Pour nous-mêmes qui journalistes qui là, bon, font expliquer pour nous comprendre plus bien. Lors pour un citoyen dans le pays. Le regroupement des organisations sociopolitiques de l'opposition, ROSPO, a organisé un sitting devant l'entrée principale des locaux du Fonds national sur l'éducation, FNE. À Port-au-Prince, les manifestants réclament la démission de la directrice générale de l'institution, Sterling Civil, qui l'accuse de mauvaise gestion et d'inaction face aux besoins urgents du secteur éducatif. Écoutons un extrait signé Télé Guinée. Je dis à présence nous là, une autre fois encore, en tant que coordonnateur national ROSPO, qui est le regroupement des organisations sociopolitiques de l'opposition, nous venons demander CPT à tout Premier ministre, est-ce que il y a des mèches, il y a des connivences avec des gens qui ont patogé dans la corruption? Est-ce que petit peuple dans le quartier populaire n'a pas de droit pour aller à l'école? Est-ce que vous n'avez pas de droit pour aller dans l'université? Oui, oui. Est-ce que vous n'avez pas de droit pour vivre dans le monde? Pour la 50, malheureuse qui travaille à l'étranger, avec un peu d'humiliation, vous voyez le banou, l'État ici prend taxe là. Taxe ça, c'est pour faire l'école professionnelle.
taxe ça c'est pour permettre que Timoun, Belay, La Saline, Matissan, Onaville, Canaran, Cité Soleil, Carrefour, Sous-Mat la village de Dieu pour aller à l'école. Eh bien, aujourd'hui, nous demandons dans le conseil des ministres qui a fait là, pour révoquer Sterling, parce qu'elle n'a pas de potentialité, elle n'a pas de capacité pour diriger FNE. Pendant qu'on parle avec vous là, si on doit FNE malade, il n'a pas de prendre soin de santé, parce que chaque il y a de bail pour assurer santé Sterling avec tout combien de manger. En ce sens, nous demandons ULCC l'électeur pour le bail, Moun Belay, Moun La Saline, Moun Cité Soleil, Moun Carrefour, tout ensemble quartier populaire de justice. Nous demandons ULCC l'électeur pour arrêter Sterling. Nous demandons. De retour pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio, nous irons en Israël. En Palestine, Israël annonce la mobilisation de 60 000 réservistes pour mettre en œuvre son plan visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza. Pendant ce temps, les médiateurs attendent toujours une réponse de l'État hébreu à la proposition de cessez-le-feu acceptée lundi par le Hamas. Retrouvons la correspondante de Radio-Canada, Lise Villeneuve, dans un reportage. C'est la cohue dans cet hôpital de la ville de Gaza. Des dizaines de blessés y sont transportés alors que les bombardements s'intensifient dans la région. De quoi perdre espoir en une trêve. Les Israéliens vont sûrement refuser le cessez-le-feu de cette jeune fille. La guerre ne va pas s'arrêter. L'annonce de la mobilisation de dizaines de milliers de réservistes israéliens par le gouvernement Netanyahou semble en effet sceller le sort de cet accord. J'espérais me lever aujourd'hui avec la nouvelle d'une trêve, dit cet homme, mais à la place, on va envoyer encore plus de soldats. C'est une véritable catastrophe. Le rappel de ces réservistes doit servir à réaliser le plan israélien de prise de contrôle de la ville de Gaza, considéré comme le dernier bastion du Hamas. Nous allons démanteler leur réseau de tunnels souterrains et libérer les otages encore détenus, dit ce porte-parole militaire. Mais cela ne pourra pas se faire sans aggraver les conditions de vie déjà insoutenables des civils, comme cette jeune femme prisonnière des débris après une attaque israélienne la nuit dernière. Israël dit vouloir détruire le Hamas, dit cet homme, mais en réalité c'est nous qu'ils veulent détruire, nous et notre terre. Le soleil qui se couche sur Gaza emporte donc une nouvelle fois avec lui l'espoir d'une résolution. Ici Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal. L'OTAN tient des discussions de haut niveau sur l'Ukraine. Les chefs militaires de l'OTAN se sont réunis hier mercredi pour discuter de la situation en Ukraine à la suite de la rencontre entre les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska. Voici un reportage signé CGTN News. Lors d'une vidéoconférence mercredi, le général Alexis Grinkiewicz de l'armée de l'air américaine, qui supervise les opérations de l'OTAN en Europe, a informé les ministres de la Défense sur le sommet en Alaska. Des inquiétudes ont émergé à Kiev et dans toute l'Europe quant à la possibilité que M. Trump pousse l'Ukraine à accepter un accord aux conditions de la Russie. Mais Washington a promis que les États-Unis continueraient à fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine. Des sources ont indiqué que les garanties de sécurité pour l'Ukraine n'avaient pas figuré à l'ordre du jour de la session principale. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a averti que discuter de la sécurité de l'Ukraine sans tenir compte de Moscou constituait une voie qui ne mène nulle part. Nous ne pouvons accepter qu'il soit désormais proposé de résoudre les questions de sécurité collective sans la Russie. Cela ne fonctionnera pas. Nous avons déjà expliqué à plusieurs reprises que la Russie n'exagérait pas ses intérêts, mais que nous défendrons fermement et sans concession nos intérêts légitimes. Et je suis sûr que l'Occident, et en particulier les États-Unis, comprend parfaitement bien que discuter sérieusement des questions de sécurité sans la Fédération de Russie est une utopie. C'est une voie qui ne mène nulle part. M. Lavrov a également critiqué l'Union européenne pour sa tentative de faire évoluer la politique américaine et d'entraîner Washington plus profondément dans le conflit en utilisant l'Ukraine comme un outil pour contenir la Russie.
Concernant la possibilité d'une réunion trilatérale avec l'Ukraine, M. Lavrov a déclaré que la Russie était prête à engager des négociations sous différents formats. Mais il a ajouté que toute réunion de haut niveau devait être soigneusement préparée afin d'éviter une nouvelle escalade. Israël approuve un projet controversé de colonisation en Cisjordanie. Ça n'a pas encore plus la solution à 2 États. Ce projet couperait la Cisjordanie occupée en 2. Les travaux d'infrastructure de la zone E1 pourraient commencer dans les prochains mois et la construction de logements pourrait démarrer dans environ 1 an. Voici un reportage signé Euro News. Israël a donné ce mercredi son accord définitif à un projet de colonisation controversé en Cisjordanie occupée qui pourrait anéantir tout espoir d'un futur État palestinien. L'implantation d'une colonie dans la zone E1, une étendue de terre ouverte à l'est de Jérusalem, est envisagée depuis plus de 20 ans, mais a été gelée sous la pression des États-Unis. L'occupation israélienne des territoires palestiniens viole le droit international. Le projet a donc été condamné par les Nations Unies, ainsi que par plusieurs pays européens, dont la Grande-Bretagne et l'Allemagne. L'implantation d'une colonie dans cette zone couperait la Cisjordanie en 2, éloignant encore un peu plus les villes palestiniennes de Ramallah et Bethléem, et rendant le quotidien des civils encore plus difficile. Alors que l'attention du monde se concentre sur la bande de Gaza, les Palestiniens de Cisjordanie doivent faire face ces dernières années à des attaques de colons israéliens, à des expulsions et à des opérations militaires qui entravent leur liberté de mouvement. Dans le même temps, de fortes explosions ont été entendues dans le nord de l'enclave palestinienne, l'armée israélienne déclarant avoir entamé la première phase de son offensive planifiée pour s'emparer de la ville de Gaza. Une annonce qui a été faite alors que les négociateurs s'efforcent d'obtenir un cessez-le-feu pour mettre fin à cette guerre qui a déjà fait plus de 62 000 victimes depuis octobre 2023, selon le bilan du ministère de la Santé du Hamas, jugé fiable par l'ONU. Direction le Cameroun, présidentielle au Cameroun, un candidat contesté, la candidature de Paul Biya. Akérémou Mouna, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun et candidat de l'opposition à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, introduit une requête en justice d'inéligibilité du président de la République sortant, Paul Biya, au Conseil constitutionnel. Voici un reportage signé Africa News. Le président camerounais Paul Biya fait l'objet d'une procédure judiciaire visant à bloquer sa candidature à la présidence. Akérémou Mouna, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun et candidat de l'opposition à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, a introduit une requête en constatation d'inéligibilité du président de la République sortant, Paul Biya, au Conseil constitutionnel. L'opposant demande que la candidature de M. Biya soit invalidée, déclarant que le chef d'État, âgé de 92 ans, est incapable d'assumer les exigences d'un scrutin public et que les protocoles sont adaptés pour masquer sa dépendance cognitive et ses limites physiques et non pour servir le peuple. Akérémou Mouna ajoute que Paul Biya exerce une gouvernance par procuration en affirmant qu'un comité stratégique informel a été créé par le secrétaire général à la présidence de la République composé de tiers élus qui donnent des instructions. La Cour se prononcera vendredi sur l'éligibilité du président Paul Biya. Direction la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale CPI a estimé le mercredi 20 août 2025 que les sanctions américaines visant 4 de ses magistrats représentent une attaque flagrante contre l'indépendance de l'institution. Voici un reportage signé France 24. La Cour pénale internationale, une nouvelle fois ciblée par l'administration Trump. Le département d'État américain a annoncé de nouvelles sanctions à l'encontre de 4 magistrats de la Cour, 2 juges, dont le français Nicolas Guilloux, et 2 procureurs adjoints. Ces individus sont des étrangers qui ont directement participé aux efforts de la Cour pénale internationale visant à enquêter, arrêter, détenir ou poursuivre des ressortissants des États-Unis ou d'Israël, sans le consentement de l'une ou l'autre nation. Les 4 magistrats se voient ainsi interdits d'entrer sur le sol américain et leurs éventuels avoirs aux États-Unis gelés. Les sanctions ont été saluées par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Elles ont aussi été immédiatement dénoncées par la Cour pénale internationale qui y voit une attaque flagrante contre l'indépendance d'une institution judiciaire impartiale.
argument repris par les Nations Unies. Nous sommes très préoccupés par les décisions prises de sanctionner davantage les responsables de la CPI, conformément à l'ordre des États-Unis. L'indépendance de la justice est un principe fondamental qui doit être respecté. Or, ce type de mesure sape les fondements de la justice internationale. Les États-Unis ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale, pourtant premier tribunal international pour les crimes de guerre créé en 1998. Ces sanctions ne sont pas les premières prises par l'administration Trump. Washington a déjà sanctionné l'ancien procureur en chef de la CPI, ainsi que 4 autres juges. Et voilà, avant de prendre mes clics et mes claques aujourd'hui, un petit coup d'œil sur la météo. Voici la météo pour Boston, mercredi 21 août 2025. Dans la matinée, des averses sont attendues avec des températures autour de 59 degrés Fahrenheit. Toute la journée, un ciel généralement nuageux, avec des températures progressant jusqu'à 66-68 degrés Fahrenheit en début d'après-midi. La soirée toujours nuageux, mais s'éclaircissant peu à peu, avec des températures redescendant à 60-62 degrés Fahrenheit. Alors pour la matinée, n'oubliez pas votre parapluie ou imperméable si vous sortez, surtout avant 10 h du mat. Il faut un parapluie. Rapport la météo par jour, la journée restera toujours tempérée, un peu fraîche pour la saison. Un vêtement léger ou une couche supplémentaire pour le fin pourrait être utile. L'après-midi et soirée, le temps devrait se stabiliser. Parfait pour les activités en extérieur si vous couvrez légèrement. Et oui, c'est la fin de ce grand journal pour ce jeudi 21 août 2025. Merci de l'avoir suivi sur Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Pour présenter ce grand journal, Erlich Dorelas, depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Passez un excellent jeudi en écoutant la radio Swag, le son qui swag, pour prendre soin de vos petites oreilles avec des gros sons, des tubes. Joyeux jeudi, salut, à demain.